Mon nom est Claude et j'ai 78 ans. À cet âge, on apprend que le temps n'est pas une ligne droite, mais une succession de cycles, et qu'au bout du compte, on finit souvent par revenir au point de départ, le silence. Ce compagnon invisible habite désormais chaque recoin de ma maison, une demeure autrefois vibrante, saturée par les éclats de rire des enfants et le pas léger de ma femme. Aujourd'hui, le monde extérieur est devenu un tourbillon assourdissant, rapide, numérique, une machine lancée à pleine vitesse où les vieux n'ont plus vraiment de place à signer. Mais ici, entre ces quatre murs que j'ai financés, soignés et entretenus pendant plus de 45 ans de labeur acharné, régnait jusqu'à présent un ordre que je pensais protégé par les lois sacrées de la famille. Je ne suis pas un philosophe de salon. Je suis un ancien ouvrier d'usine, un homme qui a passé 43 ans dans la même structure métallique, à régler des machines dont le rugissement m'a presque rendu sourd, à comprendre la précision millimétrée des engrenages. S'il y a bien une chose que l'industrie lourde m'a apprise, c'est qu'un système ne vaut que par la solidité de ses bases. Si les fondations d'une structure ne sont pas stables, tout finit par s'effondrer brusquement, peu importe la qualité du vernis ou la beauté de la peinture en surface. On peut masquer les fissures avec du plâtre, on peut détourner le regard devant la rouille, mais la réalité physique finit toujours par rattraper celui qui construit sur le mensonge. Ma maison n'est pas simplement un lot de briques, de mortier et de verre, situé dans une impasse calme de la banlieue lyonnaise. Pour moi, c'est mon œuvre capitale, mon héritage de sang et de sueur. C'est dans ce jardin qu'Isabelle, mon épouse, passait ses matinées à parler à ses rosiers, les taillant avec une patience infinie, jusqu'à ce que l'arthrite rende ses doigts trop faibles pour tenir le sécateur. C'est sur cette rampe d'escalier en chaîne que mes 3 enfants ont laissé les traces de leur jeu, et si l'on regarde de près, on peut encore voir les petites cicatrices laissées par les voitures miniatures de David et Luc il y a 30 ans. Cette maison était le signe tangible de ma réussite sociale, la preuve que l'ouvrier que j'étais avait pu offrir un sanctuaire à sa lignée. Je pensais sincèrement qu'elle était le coffre-fort de notre mémoire collective. Je me trompais lourdement, et la chute fut d'autant plus brutale qu'elle vint de ceux que j'avais moi-même protégés du besoin. Tout a commencé à basculer un mardi matin de juin. C'était l'une de ces journées parfaites, baignées par une lumière dorée, où le parfum du chèvrefeuille semble suspendre le cours du temps. J'étais installé dans mon vieux fauteuil de cuir, celui dont les craquelures racontent des décennies de lecture. Je venais de rentrer de chez mon cardiologue. Le diagnostic n'était pas une condamnation à mort, mais un avertissement sévère. Mon cœur, ces de vieilles pompes fidèles, ne battait plus avec la rigueur d'un chronomètre. Il sautait des battements, il s'essoufflait. Mes 3 enfants, David, l'aîné, Sophie, la cadette, et Luc, le dernier, étaient venus me rendre visite ce jour-là, sous prétexte de s'enquérir de mon état après les examens. Ils pensaient que je faisais ma sieste habituelle dans le bureau, la porte close. Mais je ne dormais pas. La porte de la cuisine était restée entr'ouverte, juste assez pour laisser passer le cliquetis des cuillères contre la porcelaine des tasses à café. C'était un bruit domestique, rassurant, celui de la famille réunie. Mais soudain, la voix de David a brisé cette quiétude. Sa voix était basse, mais elle possédait ce ton tranchant,
froid et dépourvu d'émotion, qu'il n'utilisait que lorsqu'il négociait ses contrats ou gérait ses problèmes de dette professionnelle. Si le vieux ne signe pas de lui-même ce mois-ci, on devra passer par une demande de mise sous tutelle. C'est pour son bien, mais c'est surtout pour le nôtre, a-t-il lancé avec une assurance glaciale. Le silence qui a suivi m'a paru éternel. J'ai retenu mon souffle, mon propre cœur manquant une pulsation, non par défaillance physique cette fois, mais sous le choc d'une trahison que je n'avais pas vue venir. Puis Sophie a pris la parole. J'espérais une protestation, un rappel à la décence. David, sois un peu discret, il pourrait nous entendre. Mais tu as raison sur un point. L'agent immobilier a été formel, le marché est à son apogée en ce moment, la maison pourrait partir à 450 000 €. Si on attend qu'il devienne vraiment dépendant, on va perdre une fortune en frais de maison de retraite et la valeur de l'immobilier risque de baisser. Il faut agir maintenant. À cet instant, la pièce autour de moi a semblé se déformer. J'ai compris que pour mes enfants, cette maison n'était plus un foyer, mais un actif immobilier à liquider. Je n'étais plus leur père, l'homme qui les avait portés et financé leurs rêves. J'étais devenu un obstacle biologique de 78 ans entre eux et une rentrée d'argent rapide. L'avidité avait grignoté leur cœur comme un acide silencieux. On nous serine souvent que la vieillesse apporte la sagesse. Je crois désormais que c'est une fable inventée pour consoler les mourants. La vieillesse apporte surtout la lucidité cruelle de voir à quel point nous avons été aveugles. En voulant être le patriarche généreux, en ouvrant mon portefeuille à la moindre difficulté de David avec sa boîte de transport, ou pour payer le mariage de Sophie, je leur avais appris que mon amour se mesurait en euros sonnants et trébuchants. Sophie m'appelait son rempart, mais en réalité je n'étais que son assurance-vie prématurée. Après avoir entendu cette conversation, je suis resté pétrifié dans mon fauteuil pendant 3 longues heures. Je fixais le portrait d'Isabelle. Elle semblait me regarder avec une tristesse infinie. Je n'éprouvais pas de colère immédiate, seulement une sorte de froid glacial qui s'insinuait dans mes os. Quand une machine en usine commence à produire des pièces défectueuses de façon systématique, on ne se contente pas de huiler les rouages. On arrête la production et on analyse le défaut de conception. Cette nuit-là, j'ai tenté de faire mon lit, mais mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à border les draps. Ce n'était pas une faiblesse due à l'âge, c'était le poids de la vérité qui m'écrasait. J'ai compris que mon temps était compté et que je refusais de le passer en étant le spectateur passif de mon propre dépouillement. Le vendredi suivant, je prenais rendez-vous avec Maître Bernard. C'est mon conseiller juridique depuis 30 ans, un homme qui connaît chaque recoin de ma vie financière et qui a toujours agi avec une probité exemplaire. Dans son bureau boisé, je lui ai dit sans détour : « Mes enfants essaient de vendre ma maison sans mon accord. Je veux savoir jusqu'où ils sont allés. » Maître Bernard n'a pas manifesté de surprise, mais j'ai vu une lueur de regret dans ses yeux. Un avocat d'expérience sait que la famille est souvent le terrain des pires félonies. Ce qu'il a découvert au cours des 62 heures suivantes a fini de consumer les restes de mon cœur de père. David avait contacté une agence, Avenir Luxe, et leur avait fourni un mandat de vente comportant une signature. Ma signature. Une imitation grossière mais suffisante pour qu'un agent immobilier trop pressé de toucher sa commission ne pose pas de questions.
Il n'attendait même pas ma mort ou ma déchéance mentale. Il forgeait mon identité pour me rayer de la carte de mon vivant. Nous avons passé des après-midi entiers à bâtir une contre-offensive. Maître Bernard m'a rappelé que le faux et l'usage de faux sont des délits pénaux graves. J'avais le pouvoir d'envoyer mon fils aîné devant un tribunal, de briser sa réputation et sa vie. Mais au-delà de la loi, je cherchais une justice plus profonde, une justice qui les forcerait à regarder le monstre qu'ils étaient devenus. Nous avons sécurisé la propriété par des verrous juridiques infranchissables, une clause d'inaliénabilité absolue sans ma présence physique devant notaire, mais le véritable plan était ailleurs. Pendant 2 semaines, j'ai joué le rôle de ma vie. Je les ai invités, je leur ai souri. Je regardais David faire semblant de s'inquiéter de mon traitement pour l'hypertension, alors que je savais qu'il avait déjà envoyé un photographe discrètement pour prendre des clichés de ma propre chambre. Je regardais Sophie soupirer devant la hauteur des plafonds, disant que c'était un gouffre financier en chauffage, calculant mentalement la part qui lui reviendrait pour éponger ses crédits à la consommation. Je vivais dans une pièce de théâtre macabre où j'étais le seul à savoir que le rideau allait bientôt tomber sur leurs mensonges. La confrontation a eu lieu un dimanche pluvieux. J'avais insisté pour qu'ils viennent tous déjeuner. J'avais préparé un gigot d'agneau, comme au temps où nous étions encore une famille unie par autre chose que l'intérêt. Ils sont arrivés avec leurs sourires polis, leurs anecdotes de bureau et leurs cadeaux de dernière minute. Ils pensaient que leur stratagème avançait dans l'ombre sans anicroche. Au moment de servir le café, j'ai posé sur la table une simple pochette cartonnée bleue. Le silence s'est fait si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. David a jeté un regard fuyant vers Sophie. Il a senti le vent tourner. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé le mandat de vente falsifié, ainsi que le rapport de l'expert en écriture mandaté par Maître Bernard. J'ai reçu un appel étrange d'une certaine Véronique Rousseau, David. Ai-je commencé, ma voix restant aussi stable que lorsque je dirigeais mon équipe à l'usine. Elle voulait confirmer une inspection. Elle m'a envoyé ceci. Tu as signé pour moi, mon fils. Tu as décidé que mon nom ne m'appartenait plus. Le visage de David est passé du rose au livide en une fraction de seconde. Il a balbutié, cherché une excuse, un malentendu, mais je l'ai coupé d'un geste sec. Ce que tu as fait est un crime, c'est de la fraude. Je pourrais appeler la police à cet instant précis et ta carrière se terminerait aujourd'hui. Sophie a éclaté en sanglots, des larmes de peur beaucoup plus que de remords. Luc, lui, s'est enfoncé dans sa chaise, incapable de lever les yeux de son assiette. Je ne leur ai pas crié dessus, je n'ai pas utilisé d'insultes, je leur ai parlé de l'âme de cette maison. Je leur ai rappelé que leur mère avait rendu son dernier souffle dans le lit qu'ils voulaient vendre aux enchères. Je leur ai rappelé que chaque pierre de ce jardin représentait des heures de labeur à l'usine, des sacrifices dont ils n'avaient jamais eu à subir les conséquences grâce à ma générosité. Vous n'avez pas essayé de vendre un bien immobilier, leur ai-je dit. Vous avez essayé de vendre mon existence, ma dignité et le dernier lien physique que je garde avec votre mère. Vous avez estimé mon âme à 400 000 €. À cet instant, l'atmosphère de la cuisine a changé radicalement. Le vernis a craqué.
Je leur ai alors dicté mes conditions, sans aucune marge de manœuvre. Soit tu appelles cette agence devant moi pour annuler tout processus, et tu signes une confession écrite que maître Bernard conservera, soit je dépose plainte demain matin. Et j'ajouterai une chose, mon testament a été modifié. La part disponible de mes biens ne vous reviendra plus. La maison sera léguée à la Fondation Isabelle, que je viens de créer pour aider les femmes en difficulté. Vous n'aurez que la réserve légale minimale, et vous devrez expliquer à vos propres enfants pourquoi leur grand-père a dû se protéger de vous comme on se protège de criminels. Ils ont capitulé, évidemment. Ils n'avaient aucune issue. David a passé l'appel, la main tremblante, s'excusant auprès de l'agent immobilier en inventant une excuse lamentable. Mais ce qui s'est produit dans les heures qui ont suivi a été le plus inattendu. Une fois le poison de l'argent évacué, une fois la menace de la vente dissipée, les masques sont tombés pour de bon. David a fini par s'effondrer et avouer le gouffre financier dans lequel il se trouvait, sa honte de ne pas être le gendre idéal qu'il tentait de paraître. Sophie a confessé sa détresse affective et son besoin compulsif d'acheter pour compenser le vide de son divorce. Pour la première fois depuis des années, nous n'étions plus des personnages jouant une scène de famille parfaite. Nous étions des êtres humains brisés, assis parmi les ruines de nos propres illusions. J'ai réalisé ce jour-là que ma propre raideur, mon habitude de toujours vouloir tout régler avec des chèques pour leur éviter la moindre contrariété, avait contribué à forger ces personnalités assistées et déconnectées de la valeur des choses. En les protégeant de la dureté de la vie, je les avais empêchés de devenir des adultes responsables. J'avais ma part de responsabilité dans ce désastre. Les mois qui ont suivi ont été le théâtre d'une reconstruction lente, laborieuse et souvent douloureuse. On ne répare pas une confiance brisée comme on remplace une pièce d'usure sur une machine. Le pardon n'est pas un acte de magie, c'est un sentier de ronces qu'il faut parcourir pieds nus. J'ai maintenu toutes les barrières juridiques autour de ma maison. Je ne suis plus l'homme naïf d'autrefois. Mais j'ai aussi ouvert une porte vers une communication plus authentique. David a dû liquider ses actifs et prendre un poste salarié pour rembourser ses dettes sans mon intervention. Sophie a emménagé dans un appartement plus modeste et a commencé un travail sur elle-même. Luc, de son côté, s'est enfin investi sérieusement dans sa carrière. Aujourd'hui, je continue de vivre dans ma maison de la banlieue lyonnaise. Le jardin est resplendissant cet été et les rosiers d'Isabelle n'ont jamais été aussi beaux. Mes enfants viennent me voir, mais la tonalité des rencontres a radicalement changé. On ne parle plus du prix du mètre carré ni des opportunités fiscales. On parle de ce que je ressens, de mes souvenirs de l'usine, des histoires de mon propre père. Ils ont enfin compris que leur père n'était pas un tiroir-caisse, mais un homme avec une mémoire, une volonté et une dignité inaliénables. Ils ont appris que le respect n'était pas un bonus, mais le socle indispensable de notre survie en tant que famille. Je partage cette confession avec vous, car je sais que dans l'ombre de bien des familles, des drames similaires se nouent. On traite souvent les personnes âgées comme des dossiers à classer, comme des meubles que l'on déplace avant même qu'ils ne soient vides de vie. Je veux que vous sachiez que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger le fruit d'une vie de travail. Prendre de l'âge n'est pas une perte de citoyenneté ou de droit, c'est le sommet d'une existence qui exige d'être respectée jusqu'au dernier souffle. Ne laissez personne,
pas même ceux que vous avez portés dans vos bras, vous transformer en une simple ligne sur un compte bancaire. Maître Bernard me l'a dit il y a peu, Claude, vous avez été d'une dureté nécessaire. En les empêchant de commettre cette erreur, vous leur avez probablement sauvé la mise. S'ils avaient réussi, ils auraient passé le reste de leur vie dévorés par la culpabilité ou par la facilité, avant de tout perdre à nouveau. En les confrontant à leur propre laideur, vous leur avez donné une chance de devenir des hommes et des femmes d'honneur. Je pense qu'il a vu juste. La justice peut être amère sur le moment, mais c'est le seul remède qui permet une guérison durable. Mon véritable héritage pour mes enfants ne sera pas cette maison de pierre, mais la leçon d'intégrité que j'ai dû leur infliger. Si vous écoutez ces mots et que vous ressentez une résonance avec votre propre situation, ne restez pas dans l'isolement. Parlez, consultez, protégez vos documents et vos signatures. On n'est jamais trop vieux pour exiger la considération. L'amour authentique ne craint pas la confrontation avec la vérité, même quand elle fait mal. La dignité est un vêtement que l'on ne doit jamais déposer, peu importe la fatigue ou le poids des années. Avant de clore ce chapitre de ma vie, j'aimerais vous poser une question sincère, une question qui m'a hanté pendant ces 2 semaines de silence stratégique. Si vous découvriez que les personnes à qui vous avez tout donné complotaient pour vous déposséder de votre propre foyer, auriez-vous la force de rester calme pour préparer une réponse intelligente, ou l'émotion l'emporterait-elle immédiatement? La colère est humaine, mais la patience est une arme bien plus redoutable. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car vos parcours personnels m'aident à me sentir moins seul dans le mien. Si ce récit a touché une corde sensible, s'il vous semble utile pour un ami, un parent ou un voisin qui traverse une période de doute familial, je vous encourage à partager cette vidéo. Votre soutien et vos abonnements me permettent de continuer à porter ces messages de dignité et de justice. Je continuerai à partager avec vous ces tranches de vie, ces instants où la lumière finit par percer les ténèbres de la trahison. Merci de m'avoir accordé votre attention jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de votre histoire, et ne laissez jamais personne éteindre la flamme de votre respect de vous-même. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle histoire de vérité. Au revoir. Mon nom est Claude, et aujourd'hui, je suis enfin le seul maître de mon destin. La maison est silencieuse, certes, mais c'est un silence de paix, pas un silence de mort. Et dans ce silence, je peux enfin entendre mon propre cœur battre, irrégulier peut-être, mais fier. Les rosiers d'Isabelle continueront de fleurir, et mes petits-enfants sauront un jour que leur grand-père était un homme qui ne s'est jamais laissé briser par l'avidité des autres. C'est cela, la véritable victoire.